En quelques mois, le Sahel a changé de posture. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger expulsent des forces étrangères, tandis qu'un anneau discret de bases, de renseignements et de leviers financiers se met en place juste au-delà de leurs frontières. Alors, quand Ibrahim Traoré parle de souveraineté, s'agit-il d'un simple geste politique ou d'un test qui pourrait faire écrole et inquiéter bien plus loin que Ouagadougou? Si ce pari tient, il fissure l'ancien système. S'il casse, il deviendra l'avertissement que beaucoup attendaient dans les capitales qui ont longtemps dessiné les frontières et contrôlé les contrats. Ce récit promet une chose précise: comprendre ce qui se joue réellement derrière la rupture affichée au Sahel sans slogan ni dramatisation gratuite. Il ne s'agit pas seulement d'un bras de fer militaire, mais d'un enchevêtrement d'intérêts où sécurité, ressources et reconnaissance internationale s'entrecroisent. Pour le spectateur, l'enjeu est clair: savoir si ce moment marque une transition durable ou une parenthèse vouée à être refermée par la pression extérieure. D'un côté, les nouvelles autorités affirment reprendre le contrôle de décisions longtemps externalisées, de la défense au contrat stratégique. De l'autre, un environnement régional se reconfigure avec des voisins qui renforcent leur coopération sécuritaire et économique avec les puissances occidentales. Le risque est double: l'isolement progressif ou la normalisation forcée. Ce qui rend la séquence actuelle décisive, c'est sa portée au-delà des trois pays concernés. Si cette tentative tient, elle modifie les calculs ailleurs en Afrique. Si elle échoue, elle servira de précédent dissuasif. La suite dira de quel côté penche la balance. Entre 2020 et 2023, trois coups d'État successifs ont suffi pour faire basculer l'équilibre sécuritaire du Sahel. En moins de 4 ans, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont rompu avec une architecture militaire et diplomatique installée depuis des décennies. Cette séquence rapide n'est pas un accident. Elle condense des frustrations accumulées, des échecs sécuritaires persistants et une remise en cause frontale du rôle des partenaires occidentaux. Le contexte est essentiel. Pendant longtemps, la présence étrangère a été justifiée par la lutte contre le terrorisme et la stabilisation régionale. Pourtant, malgré des milliers de soldats déployés et des milliards investis, l'insécurité s'est étendue et la pauvreté est restée endémique. Cette contradiction a progressivement sapé la légitimité du dispositif existant. Les nouvelles autorités ont alors posé une question simple: si le système ne produit pas de résultats visibles, pourquoi continuer à s'y soumettre? C'est dans ce cadre qu'émerge la figure d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso, non comme une exception, mais comme le symptôme d'un rejet plus large. Son discours s'inscrit dans une narration régionale où la souveraineté n'est plus abstraite mais opérationnelle. Elle concerne le contrôle des frontières, la chaîne de commandement militaire et surtout la capacité à décider sans validation extérieure. La rupture ne se limite pas aux expulsions de troupes, elle s'accompagne d'un réalignement stratégique. Les États du Sahel explorent de nouveaux partenariats sécuritaires et économiques, cherchant à diversifier leurs options là où, auparavant, les alternatives étaient limitées. Cette diversification n'est pas idéologique, elle est pragmatique, née d'un sentiment d'encerclement et d'isolement progressif. Ce basculement ouvre une question centrale: s'agit-il d'une phase transitoire destinée à forcer une renégociation avec l'ordre ancien ou du début d'une reconfiguration durable des rapports de force au Sahel et au-delà? Pour comprendre les effets concrets de cette rupture, il faut quitter les déclarations officielles et regarder les premiers ajustements sur le terrain. Au Burkina Faso, la transition s'est traduite par une reprise en main accélérée de la chaîne sécuritaire, avec des décisions centralisées et une communication directe vers la population. L'objectif affiché n'était pas seulement de rompre avec des partenaires extérieurs, mais de montrer une capacité d'action immédiate.
Ibrahim Traoré s'est imposé comme un point de convergence de ce moment. Sa posture publique, plus directe et plus symbolique que celle de ses homologues, a servi de signal interne autant qu'externe. En quelques semaines, les priorités ont été reformulées. Redéploiement des forces nationales, contrôle renforcé de certaines zones minières artisanales et messages répétés sur la responsabilité de l'État envers les ressources du pays. D'abord, un cas illustre cet impact précoce. Dans plusieurs régions aurifères, longtemps dominées par des intermédiaires privés ou informels, l'administration a renforcé sa présence. Le changement n'a pas été présenté comme une nationalisation brutale, mais comme une régulation visant à capter une part plus visible de la valeur produite. Pour les autorités, il s'agissait d'un test, montrer que la souveraineté pouvait se traduire par des mesures tangibles. Ensuite, un autre effet apparaît dans la narration régionale. Les décisions prises à Ouagadougou ont été observées de près à Bamako et à Niamey, nourrissant un sentiment de trajectoire commune. Ce mimétisme n'est pas automatique, mais il crée une dynamique d'entraînement. Au fond, la rupture n'est plus théorique. Elle commence à produire des effets mesurables qui posent une question simple. Cette souveraineté naissante peut-elle améliorer la vie quotidienne au-delà du symbole? Avant la rupture, la trajectoire semblait figée. Les partenariats sécuritaires étaient reconduits presque mécaniquement, les accords économiques rarement renégociés, et la marge de manœuvre politique restait étroite. Puis, en l'espace de quelques mois, une série de décisions coordonnées a rompu cette continuité. Les expulsions de forces étrangères ont agi comme le déclencheur visible d'un processus plus profond, longtemps préparé par un sentiment d'échec et de dépendance prolongée. Le premier mouvement a été politique. Les nouvelles autorités ont affirmé que la souveraineté ne pouvait pas être partielle. Soit elle s'exerçait sur l'ensemble des leviers, soit elle restait symbolique. Cette position a conduit à des annonces successives, parfois abruptes, visant à redéfinir les règles du jeu. Les bases militaires ont été fermées ou transférées, les cadres de coopération suspendus et les canaux diplomatiques traditionnels mis à distance. Pour les partenaires occidentaux, ces gestes ont été perçus non comme une négociation, mais comme une remise en cause frontale. Le point culminant est intervenu lorsque ces décisions ont cessé d'être isolées pour devenir régionales. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont commencé à coordonner leurs positions, transformant des choix nationaux en signal collectif. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré est apparu comme l'un des visages les plus identifiables de cette phase, non parce qu'il en serait l'unique moteur, mais parce qu'il en a assumé publiquement la logique jusqu'au bout. Son discours a insisté sur l'idée que le coût immédiat de la rupture était préférable à une dépendance prolongée. Les répliques n'ont pas tardé. Sur le plan diplomatique, des suspensions et des mises à l'écart régionales ont accru la pression. Sur le plan économique, l'accès à certains financements et programmes a été remis en question, renforçant le sentiment d'encerclement évoqué par les dirigeants sahéliens. Ces réactions n'ont pas pris la forme d'une confrontation directe, mais d'une accumulation de contraintes, présentées comme techniques ou administratives. En parallèle, un ajustement interne s'est opéré. Les autorités ont accéléré la recherche d'alternatives, tant pour la sécurité que pour l'investissement. Ce mouvement n'a pas été instantané ni homogène, mais il a marqué une inflexion claire. Là où auparavant les options semblaient limitées, elles ont été délibérément élargies, même au prix d'une incertitude accrue. Cette séquence révèle une dynamique centrale. La rupture n'est pas un événement unique, mais une succession de choix qui s'auto-renforcent. Chaque décision appelle une réponse, chaque réponse réduit l'espace du compromis initial. La question n'est donc plus de savoir comment cette chaîne a commencé, mais jusqu'où elle peut aller avant d'atteindre ses propres limites. Au départ, la situation de référence était claire. Depuis plus de 6 décennies,
la sécurité régionale reposait largement sur des dispositifs extérieurs justifiés par la lutte antiterroriste et soutenus par des flux d'aide et de coopération. Puis, entre 2020 et 2023, cette architecture a été progressivement démontée dans 3 pays clés du Sahel. Le passage d'un modèle dépendant à une prise en charge nationale constitue le premier delta observable, même sans indicateur financier détaillé. Un second repère temporel éclaire l'évolution. Avant les ruptures, les déploiements étrangers se présentaient comme des solutions de long terme. Après les expulsions, la responsabilité sécuritaire a été réinternalisée en quelques mois seulement. Ce changement rapide, concentré sur une période courte, contraste avec la lenteur des réformes précédentes. Il suggère que la décision politique, plus que les capacités techniques, constituait le principal frein. Un troisième élément chiffré, moins précis, mais tout aussi révélateur, concerne les ressources. Les contrats miniers évoqués dans le débat public s'inscrivaient dans des cadres négociés il y a plusieurs décennies, souvent sous des régimes alignés sur les anciens partenaires coloniaux. La révision actuelle de ces accords marque une rupture temporelle. On passe d'un héritage figé à une renégociation active. Même sans chiffre de revenus détaillés, le simple fait de remettre en cause des structures aussi anciennes indique l'ampleur du changement. Ces 3 repères, durée de dépendance, fenêtre de rupture, ancienneté des accords, dessinent une trajectoire cohérente. Ils montrent que le mouvement ne repose pas sur une improvisation récente, mais sur une accumulation de décalages entre promesses et résultats. C'est dans cet espace que des figures comme Ibrahim Traoré ont trouvé un écho en articulant la rupture comme une correction mesurable d'un déséquilibre prolongé. L'absence de données publiques précises sur les gains immédiats n'invalide pas l'analyse. Elle souligne plutôt la nature du pari en cours. Les autorités sahéliennes acceptent une phase d'incertitude chiffrée, misant sur des bénéfices différés, contrôles accrus, marge de négociation élargie et réduction de la dépendance structurelle. Ce choix privilégie une logique de trajectoire plutôt que de rendement instantané. En somme, les chiffres disponibles ne racontent pas une victoire économique immédiate. Ils racontent un basculement de temporalité. La question clé devient alors: combien de temps cette phase de transition peut-elle durer avant de produire des résultats tangibles ou au contraire d'exposer ses fragilités? L'argument critique le plus solide avance que cette rupture accroît les risques au lieu de les réduire. Selon cette lecture, l'expulsion des partenaires occidentaux fragilise des États déjà confrontés à des menaces sécuritaires persistantes. Les capacités nationales, même renforcées, resteraient insuffisantes à court terme et l'isolement diplomatique limiterait l'accès aux ressources financières indispensables. Dans ce cadre, la souveraineté affichée serait surtout symbolique, achetée au prix d'une vulnérabilité accrue. Un second argument insiste sur la dépendance déplacée. En diversifiant leurs partenariats vers la Russie ou la Chine, les États du Sahel ne rompraient pas réellement avec la logique de dépendance mais changeraient simplement d'interlocuteur. Les critiques soulignent que ces nouveaux partenariats sont transactionnels et peu transparents, risquant de reproduire des déséquilibres similaires sous une autre forme. La promesse d'autonomie pourrait alors masquer un transfert d'influence plutôt qu'une émancipation réelle. Ces objections méritent d'être prises au sérieux car elles pointent des faiblesses structurelles bien réelles. Toutefois, la réponse des autorités sahéliennes repose sur un raisonnement différent. Pour elles, la dépendance antérieure n'était pas neutre, elle enfermait les décisions dans un cadre unique, sans alternative crédible. Le changement actuel ne vise pas une autosuffisance immédiate, mais l'ouverture d'un espace de négociation. Dans cette logique, Ibrahim Traoré et ses homologues ne présentent pas les nouveaux partenariats comme des solutions parfaites, mais comme des leviers.
La pluralité des options réduit le pouvoir de contrainte d'un seul acteur. Même imparfaite, cette diversification modifie le rapport de force. Elle transforme une relation asymétrique en un jeu plus concurrentiel, où les États peuvent arbitrer. Enfin, l'argument du risque doit être comparé à celui de l'inaction. Maintenir le statu quo signifiait accepter une insécurité persistante et une stagnation économique malgré des décennies d'engagement extérieur. La rupture comporte des dangers, mais elle est perçue comme une tentative de sortir d'un cycle déjà jugé perdant. La question n'est donc pas de savoir si le risque existe, mais s'il est plus acceptable que la continuité. Le basculement réel se situe ailleurs, dans la manière dont la pression extérieure redéfinit les priorités internes des États du Sahel. À mi-parcours, il devient clair que l'enjeu n'est pas seulement de résister, mais de transformer cette contrainte en catalyseur politique. La pression économique, diplomatique et sécuritaire agit comme un révélateur, forçant des choix qui auraient autrement été différés. C'est ici que la trajectoire d'Ibrahim Traoré prend une dimension particulière. Son discours ne se limite plus à la dénonciation de l'ordre ancien. Il s'articule autour d'une narration de responsabilité nationale. L'argument est simple. Si l'isolement est présenté comme une sanction, alors il doit être retourné en moteur de cohésion interne. Cette logique explique l'insistance sur l'unité régionale et la coordination avec Bamako et Niamey. Le changement de focale est décisif. Au lieu de mesurer le succès uniquement à l'aune de la reconnaissance internationale, les autorités déplacent le critère vers la capacité à tenir dans la durée. L'objectif n'est plus de convaincre rapidement les capitales extérieures, mais de stabiliser un socle minimal de sécurité et de contrôle économique. Ce point médian marque donc une inversion du raisonnement. La question n'est plus comment éviter la pression, mais comment l'utiliser pour consolider une trajectoire autonome. À partir de là, les conséquences deviennent concrètes et mesurables. Les effets de cette rupture ne se répartissent pas de manière uniforme. Ils se déclinent différemment selon les acteurs, révélant à la fois des coûts immédiats et des opportunités conditionnelles. Pour les États, pour les entreprises, pour les populations et pour l'environnement régional, la transition impose des ajustements distincts, parfois contradictoires. Pour les institutions étatiques, la conséquence la plus directe est la concentration de responsabilités. Les gouvernements ne peuvent plus s'appuyer sur des dispositifs extérieurs pour justifier leurs limites. La sécurité, la diplomatie et la gestion des ressources deviennent des tests de crédibilité interne. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré est régulièrement mobilisée comme symbole de cette prise de responsabilité. L'État gagne en marge de décision, mais perd en amortisseur externe. Chaque erreur devient plus visible, chaque succès plus politiquement capitalisable. Pour les acteurs économiques, la période est marquée par l'incertitude. Les entreprises étrangères opérant sous d'anciens cadres contractuels font face à des renégociations, parfois à des suspensions. À l'inverse, des opérateurs régionaux ou non occidentaux perçoivent une fenêtre d'entrée. Cette reconfiguration ne garantit pas une amélioration immédiate des flux d'investissement, mais elle modifie les attentes. Le rapport de force devient plus négocié, moins automatique. Du côté des populations, l'impact est plus ambivalent. À court terme, la pression économique et l'isolement diplomatique peuvent se traduire par des tensions sur les prix, l'emploi ou l'accès à certains services. En parallèle, le discours de souveraineté nourrit un sentiment de dignité retrouvée, particulièrement chez les jeunes générations. Cette dimension symbolique n'efface pas les difficultés matérielles, mais elle influence la tolérance sociale face aux sacrifices demandés. Enfin, pour l'équilibre régional, les conséquences dépassent les frontières des trois pays. Les voisins observent avec attention. Certains renforcent leur coopération avec les puissances occidentales, cherchant à éviter une contagion politique. D'autres
évaluent discrètement les marges ouvertes par cette expérience sahélienne. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré et ses homologues deviennent des références, qu'elles soient invoquées comme modèles ou comme contre-exemples. Ces quatre lectures convergent vers une même réalité. La rupture redistribue les risques et les gains. Elle ne garantit ni succès ni échec. Elle impose surtout un choix clair, celui d'assumer pleinement les conséquences d'une trajectoire redéfinie. À horizon de 6 à 12 mois, on peut distinguer trois trajectoires principales sans certitude sur celle qui prévaudra. D'abord, une trajectoire centrale repose sur une stabilisation prudente. Les États du Sahel maintiennent leur cap souverainiste tout en évitant une rupture totale avec les mécanismes financiers et diplomatiques existants. Les pressions persistent, mais elles deviennent gérables. Les partenariats alternatifs comblent partiellement les manques sans produire encore de transformation économique majeure. Dans cette hypothèse, la situation reste tendue mais contenue et la transition gagne du temps. Ensuite, une trajectoire plus optimiste mais conditionnelle peut se dessiner. Il suppose que la coordination régionale se renforce et que les nouvelles alliances produisent des effets visibles, même limités. Une amélioration relative de la sécurité dans certaines zones, combinée à des avancées symboliques sur le contrôle des ressources, renforcerait la légitimité interne des autorités. La pression extérieure, face à l'absence d'effondrement, pourrait alors s'ajuster. Sans reconnaissance pleine, une forme de normalisation pragmatique s'installerait, réduisant l'intensité de l'isolement. Enfin, une trajectoire plus dégradée reste possible. Il intervient si la pression cumulée dépasse les capacités d'absorption interne. Des difficultés économiques accrues, une détérioration sécuritaire ou des fractures politiques internes pourraient fragiliser la trajectoire actuelle. Dans ce cas, la rupture initiale serait relue non comme une tentative de correction, mais comme une prise de risque excessive. Les acteurs extérieurs trouveraient alors un argument pour renforcer leur ligne dure et l'expérience sahélienne servirait de contre-exemple. Ces scénarios Or, ces scénarios ne sont pas exclusifs. Des éléments de chacun peuvent coexister. La variable clé n'est pas seulement externe. Elle tient à la capacité des autorités à prioriser, à séquencer leurs décisions et à communiquer des objectifs réalistes. Penser en termes conditionnels devient essentiel. Si la sécurité minimale est assurée, alors l'espace économique s'élargit. Si l'espace économique s'élargit, alors la pression sociale reste contenue. La question décisive n'est donc pas quel scénario est souhaitable, mais lequel est soutenable dans le temps sans épuiser les marges internes. Au-delà des analyses géopolitiques, cette séquence touche directement le spectateur par les questions qu'elle soulève sur le pouvoir, le choix et le coût des décisions collectives. Ce qui se joue au Sahel n'est pas distant ou abstrait. C'est une démonstration concrète de ce qui arrive lorsqu'un État décide de modifier brutalement ses dépendances, en acceptant l'incertitude comme prix d'entrée. Pour certains spectateurs, attentifs aux relations internationales, l'expérience sahélienne agit comme un laboratoire. Elle montre comment des pays perçus comme périphériques peuvent forcer une relecture des équilibres établis. La trajectoire d'Ibrahim Traoré illustre cette capacité à déplacer l'attention, même sans moyens comparables à ceux des grandes puissances. Le message implicite est clair. La marge d'action existe, mais elle se paie immédiatement. Pour d'autres, plus sensibles aux enjeux sociaux, la question est celle de la patience collective. Les transitions de ce type demandent du temps, alors que les attentes quotidiennes sont immédiates. Accepter des sacrifices à court terme en échange d'une promesse de contrôles accrus est un pari que peu de sociétés peuvent soutenir durablement. Observer le Sahel, c'est donc s'interroger sur les limites de l'adhésion populaire face à la contrainte. Enfin, pour un public plus large, cette situation invite à une réflexion personnelle.
Jusqu'où accepteriez-vous une période d'instabilité pour modifier une trajectoire jugée insatisfaisante? À partir de quel point la continuité devient-elle préférable au changement risqué? Ces questions dépassent largement le cas sahélien. En ce sens, ce moment n'est pas seulement informatif. Il est miroir. Il oblige à penser le rapport entre souveraineté, responsabilité et endurance collective sans réponse simple ni garanties immédiates. Transformer une rupture politique en trajectoire durable exige une méthode plus qu'un slogan. D'abord, il s'agit de sécuriser le minimum vital. Sans une capacité de contrôle territorial suffisante, toute ambition économique ou diplomatique reste fragile. Cela implique une priorisation claire, protection des axes stratégiques, coordination régionale et montée en compétences progressive des forces nationales sans promesse de résultats immédiats. Ensuite vient la séquence économique. Les renégociations de contrats et la reprise en main des ressources doivent être graduelles. L'objectif n'est pas de maximiser rapidement les revenus, mais de rééquilibrer les termes pour créer de la prévisibilité. Dans cette phase, la transparence devient un outil politique permettant de justifier les arbitrages et de contenir les attentes irréalistes. Puis se pose la question de la gestion de l'isolement. Plutôt que de chercher une reconnaissance rapide, les autorités peuvent viser une normalisation fonctionnelle. Maintenir des canaux techniques ouverts, même en l'absence d'accord politique complet, réduit les coûts de la rupture. C'est dans cet espace intermédiaire que des figures comme Ibrahim Traoré tentent de manœuvrer en acceptant une visibilité élevée mais un compromis limité. Après cela, l'enjeu devient social. La cohésion interne conditionne tout le reste. Sans mécanisme d'amortissement pour les populations les plus exposées, la pression extérieure se transforme en fragilité intérieure. Des mesures ciblées, même modestes, peuvent amener préserver l'adhésion pendant la transition. Et pour finir, l'évaluation continue devient indispensable. Chaque décision doit être mesurée non en termes symboliques, mais en fonction de sa soutenabilité. Cette feuille de route ne garantit pas le succès. Elle définit simplement un cadre pour éviter que la souveraineté proclamée ne se dissolve sous le poids de ses propres contraintes. Au fil de cette trajectoire, un détail revient comme un fil conducteur, la tentative de transformer un symbole en pratique durable. Dans les zones aurifères évoquées plus tôt, la reprise en main n'a jamais été présentée comme une victoire définitive, mais comme un signal. Elle dit que la souveraineté ne se décrète pas une fois pour toutes. Elle se vérifie dans des choix concrets, parfois discrets, souvent contestés. C'est dans ces gestes ordinaires que la rupture prend corps. Ibrahim Traoré s'inscrit pleinement dans cette logique de rappel, en convoquant l'héritage des figures passées et en l'ancrant dans des décisions présentes. Il cherche à relier mémoire et action. Le pari est émotionnel autant que politique. Il repose sur l'idée qu'un récit partagé peut soutenir l'effort collectif, même lorsque les résultats tardent à apparaître. Cette stratégie n'élimine pas les risques, elle tente de leur donner un sens. Le motif revient alors, presque intact, reprendre, ajuster, tenir. Rien n'est garanti et l'issue reste ouverte, mais une chose est acquise, le retour à l'indifférence n'est plus possible. La ligne franchie engage ceux qui l'ont tracée et ceux qui la regardent à assumer les conséquences d'un choix devenu visible. La souveraineté se teste dans la durée. Au terme de ce parcours, il ne s'agit pas de trancher à la place des acteurs, ni d'annoncer un verdict prématuré. Ce qui se joue au Sahel invite plutôt à une lecture attentive des signaux faibles, des enchaînements et des coûts assumés. L'expérience en cours rappelle que les choix géopolitiques ne sont jamais abstraits. Ils redessinent des priorités, déplacent des risques et obligent à arbitrer entre l'immédiat et le durable. Observer cette trajectoire, c'est aussi reconnaître la pluralité des regards. Certains
y verront une affirmation nécessaire. D'autres, une prise de risque excessive. Entre ces pôles, le débat reste ouvert, nourri par des faits, des temporalités et des conséquences concrètes. C'est dans cet espace que la discussion gagne en valeur, loin des certitudes rapides. La question finale n'est donc pas de savoir qui a raison aujourd'hui, mais ce que cette séquence apprend sur la capacité des États à redéfinir leur dépendance sans s'effondrer. Que retenez-vous de ce pari sahélien et quels indicateurs suivriez-vous pour juger demain s'il s'est transformé en trajectoire viable ou en avertissement durable?